trois nationalités dont je vous ai parlé. La Roumanie, Mihaela Antoche, correspondante pour la TVR, c'est la télé publique roumaine. L'Espagne, José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Et Chiara Piotto, l'Italie évidemment, correspondante italienne pour la chaîne de Sky Italie. Bonjour à tous les trois. Et merci d'être avec nous dans Correspondant. Après la forte mobilisation de jeudi, entre 1 et 2 millions de Français dans les rues selon les sources pour s'opposer à la réforme des retraites, la réponse politique du gouvernement, elle arrive alors avec des mots. C'est ce matin dans le Parisien, Gabriel Attal, le ministre en charge des comptes publics, assure que le gouvernement est ouvert à un enrichissement du projet. On n'est pas condamné au bras de fer, précise-t-il. Est-ce que, et je vais commencer par me tourner vers vous, Chiara Piotto, on est dans la tactique politique avec ces mots ce matin de dire on est encore ouvert à la discussion? Bien évidemment, il y a quand même une recherche de compromis entre le gouvernement et les forces sociales, parce qu'on a vu une grande participation à la manifestation de jeudi. On ne peut pas complètement ignorer qu'il y a eu presque 2 millions de Français qui sont sortis dans les rues pour dire non à cette réforme. Du coup, le gouvernement essaie de trouver, si pas un vrai compromis, quand même au niveau des communications, de changer les tonnes, parce que la semaine avant, la contestation, la manifestation, la grève, on a eu des échanges un peu tendus entre Macron et les représentants des syndicats. Et on n'imaginait pas qu'on aurait pu vraiment aboutir à la fin de cette réforme avec des tons si tendus que ça. On ne peut pas faire la guerre à l'intérieur de l'institution. C'est vraiment une recherche de compromis ou c'est plus des mots pour apaiser? Je pense qu'il y a quand même une vraie recherche de compromis pour ne pas sortir au niveau d'opinion publique trop mauvaisement de cette guerre. On a parlé des risques pour Macron et même et surtout pour Elisabeth Borne de cette bataille. Macron n'a jamais été si impopulaire parmi les Français depuis le début de la pandémie. Et ça, c'est une donnée intéressante et importante que le gouvernement ne peut pas ignorer. Quand Gabriel Attal dit on est ouvert à un enrichissement du texte, c'est vraiment une recherche de compromis ou on est plus dans la communication? Moi, je pense qu'on est plus dans la communication. Je pense qu'ils sont à la recherche d'un compromis, entre guillemets, mais sur les marges du projet, du moment où ils disent déjà qu'il est sûr qu'on ne va pas toucher sur la retraite à 62 ans, qui est aussi le totem qui défend les syndicats. Donc, tout compromis qui ne touche pas à cet aspect-là des 62 ans, ça va se faire sur le marge. Alors, on est dans la communication. Il faut se rappeler qu'effectivement, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, il avait essayé de faire passer une première réforme de retraite, mais ça n'a pas marché parce que l'opposition était forte. Là, je pense qu'il a... Opposition puis pandémie. La pandémie, mais là, il est décidé à passer même en force. Donc, il y a beaucoup de communication. Par contre, effectivement, faut-il peut-être regarder vers d'autres pays qui ont avancé l'âge de la retraite et qui l'ont fait avec des accords avec les syndicats, ce qui paraît aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi, vraiment impossible en France, c'est-à-dire trouver un accord entre syndicats et gouvernement. Vous ne savez vraiment pas pourquoi ou... La question. Écoutez, je me pose la question. Vous savez, l'Espagne a réformé ses retraites en 2011. On est passé à 67 ans et ça a été fait avec l'accord des syndicats. On a beaucoup négocié, on a trouvé des compromis et l'accord a été trouvé. Donc l'Espagne est dans une période de 16 ans pour arriver à l'âge des 67 ans à la retraite. Mais cet accord a été trouvé avec les syndicats. Et qu'est-ce qu'il y a de différent alors? Dans la manière de faire peut-être? Il y a dans la manière de faire. Je pense qu'il y a aussi une façon de faire syndicale qui est complètement différente en Espagne et en France. Ici, quand vous arrivez correspondant étranger, la chose qui vous frappe la première, c'est les syndicats manifestent avant de négocier. En Espagne, non. On négocie. C'est quand à la fin, quand on voit que ça ne marche pas, qu'on commence à faire de grève, qu'on commence à manifester. Donc il y a une façon de faire complètement différente. Le bras de fer n'est jamais engagé avant, il est engagé après. Peut-être que le gouvernement est aussi ouvert à des évolutions. Espérons-le. Non mais je parle en Espagne. Est-ce que le gouvernement, parce que les mots de Gabriel Attal sont intéressants quand il parle de bras de fer, le gouvernement a-t-il peur du bras de fer? Peut-être en mémoire... les gilets jaunes, forcément. Le gouvernement et le président Emmanuel Macron regardaient les mêmes chiffres comme nous. 76% de Français ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et le dernier sondage d'IFOP qui dit qu'il y a 65% des Français qui sont mécontents d'Emmanuel Macron et 64%, si je ne me trompe pas, des Français qui ne sont pas contents d'Elisabeth Borne. Ce sont des chiffres. D'autres chiffres, c'est jeudi noir.
plus d'1 million de personnes dans les rues. Hier, la jeunesse dans la rue. Je pense qu'il y a une petite fracture qui s'ouvre maintenant entre les syndicats, les Français et les hommes politiques, la classe politique. Et cette fracture s'appelle la réalité de la rue. Vous mettez les Français de quel côté, quand vous dites les syndicats, les Français et les politiques? Non, on peut dire que les Français maintenant sont aussi avec les syndicats, parce qu'on a vu ça. Et ça commence avec une grève pour pousser un petit peu la force. Engager le bras de fer. Oui, et comme ça, ils peuvent déclencher les discussions. Mais en même temps, il faut dire que la France a une semaine de 35 heures de travail et ça n'existe pas, si je ne me trompe pas, en Europe maintenant. Et j'ai vu qu'il y a parmi les pays européens des pays qui ont fixé l'âge de retraite à 67 et même pense pour 70 ans comme l'âge de départ. Imaginez-vous ça en France, ça c'est pas possible. Voilà. Ça, maintenant, je ne peux pas imaginer ça pour la France. Ça c'est absolument hallucinant pour moi, ça c'est pas possible. C'est pas toujours parce que les autres le font qu'ils ont raison. Exactement, non, ça c'est sûr et certain. Comment s'est vu en Italie cette mobilisation, ce bras de fer qui est engagé Est-ce qu'on voit ça comme quelque chose de très français? Absolument, mais dans la manière où on l'exprime. Parce que le fait de contester en réforme des retraites, en fait, on le connaît bien, sauf que nous, on l'a fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, après la crise, une grosse crise de notre dette, on a dû changer la réforme des retraites. On a eu un gouvernement, ce qu'on appelle un gouvernement technique. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, mais c'était Mario Monti, un homme politique technicien qui s'est occupé de créer cette réforme avec une réforme qu'on appelle la réforme Fornero et qui a de fait poussé l'âge de la retraite à 67 ans, comme on la connaît aujourd'hui. Et il y avait eu d'énormes manifestations à l'époque, sauf que... c'est un gouvernement qui s'en fichait peut-être d'être impopulaire. Exactement. En fait, son but était d'aboutir à cette réforme. Ils l'ont fait, après le gouvernement a changé, et du coup, même les syndicats n'ont pas pu exprimer, ou quand même, ils n'avaient pas une force, comme ils l'ont dans les cas du gouvernement d'Elisabeth Borne, parce que les politiciens qui étaient au pouvoir en ce moment n'avaient pas l'intérêt de garder des bons rapports avec les syndicats, avec les représentants sociaux. Et après aussi, il faut dire que effectivement, en Italie, on n'a pas trop la culture de la grève. Du coup, il y avait eu des moments de tension, mais ce n'était pas des manifestations avec des millions d'Italiens dans la rue non plus. Mais là, quand les Italiens voient les Français dans la rue, ils se disent quoi? Qu'on en fait un peu trop, qu'on n'en fait pas assez? À ces moments, on s'est dit, mais ils se plaignent pour l'âge de la retraite à 64 ans, tandis que nous, on l'a à 67, et ça va. Finalement, ça a été une bonne idée pour la société, parce que même si pas toutes les parties sont d'accord, effectivement, notre pays est le deuxième plus vieux au monde, et on n'aurait pas pu soutenir un système de retraite avec l'âge à 64, qui était à l'époque, avec de moins en moins de nouveaux travailleurs qui rentrent dans le monde du travail et qui paient les cotisations. Voilà, il y a eu la contestation de jeudi entre 1 et 2 millions de personnes sur les sources. Il y a eu une autre marche hier, alors moins de monde et un côté peut-être un peu plus politique puisqu'elle était poussée, cette manifestation, alors certes lancée par les organisations de jeunesse, mais poussée par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, on l'entend. On dit pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Laissez ce grand souffle que l'on voit ici dans ces rues, de ces gens magnifiques qui viennent de tous les horizons et pour toutes les raisons. Vous dire le seul slogan qui vaille, vive la vie, à bas la mort. Tentative de récupération aussi par l'opposition, alors que ça devrait être le moment des syndicats. Alors, je ne dirais pas qu'il y ait une tentative de récupération parce qu'on est dans la logique de la France Insoumise. Elle défend effectivement, il faut rappeler qui vote la France Insoumise. Exactement. On sait que la plupart des jeunes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, donc il parle à son électorat de toute façon. Le risque aujourd'hui, en fait, pour le gouvernement, c'est le moment où ce mouvement des jeunes va rejoindre le mouvement syndical. On sait que la manifestation à la gare... Jean-Luc Mélenchon a compris ça et ça, il a compris. Mais il y a aussi le fait que hier, c'était... comme un premier coup d'essai
dans l'idée que le premier syndicat des jeunes n'avait pas appelé à manifester ici, mais qui va plutôt manifester avec les syndicats. Donc ça, c'est par contre un risque. Jean-Luc Mélenchon il a tout simplement compris qu'effectivement, c'est son électorat. Et puis, son électorat est d'accord avec ses idées d'une retraite à 60 ans et puis à 62. Parce que vous vous rendez compte, en fait, vous passez à 43 annuités pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Vous dites ça à des jeunes qui ont 17, 18, 19, 20 ans. 44. Donc effectivement, là, ils se disent, quel va être notre avenir? En Espagne, excusez-moi, on est à 38 années et demie d'annuité. Donc vous voyez, il y a quand même des différences entre la France qui, tout d'un coup, va forcer le trait pour aller à 43. Et je peux comprendre que la rue a du mal à pouvoir avaler cette mesure. Ouais, c'est intéressant, ça, Myriam. Oui, Okay. et en Roumanie, c'est 35 ans pour avoir la retraite en temps plein. Et on a besoin de travailler moins longtemps. Exactement, mais il y a une autre différence. Les gens qui ont fait des universités, alors 5 ans ou 16 ans pour les médecins et toutes les spécialités qui suivent sont y compris dans cette période de cotisation. Ça, c'est une très bonne chose, je pense, parce que autrement, c'est difficile d'avoir le 35 ans, le 43, c'est de plus en plus difficile d'avoir ça. Mais en quoi qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il a fait hier, à mon avis, un très grand meeting électoral, parce qu'il était vraiment devant son électorat. Et en plus, c'était bien pour la France insoumise, parce que comme ça, a tourné un petit peu l'attention de tous les problèmes qui existent maintenant dans l'intérieur de cette formation politique, et tous les problèmes qui existent et qui, oui, ils ont beaucoup parlé de ça, maintenant sont de l'autre côté, et il faut parler de retraite, des jeunes, de futur, de l'avenir, et en plus d'avoir beaucoup de manifs si c'est possible. Alors c'est pas gagné, ni pour les syndicats et la jeunesse et la classe politique, ni pour le gouvernement. C'est à jouer. La transition, est-ce que vous imaginez le gouvernement reculer devant sa réforme, devant l'opposition des syndicats, et changer complètement la réforme des retraites? Non, moi je ne l'imagine pas, franchement. Après, on a parlé du premier mandat de Macron, du fait qu'il a dû s'arrêter à cause de la pandémie qui était au-delà de ses forces, disons, et de l'imagination de tout le monde. Mais cette deuxième fois, je pense que le gouvernement ne va pas reculer. Il a dit, même jeudi, il a parlé de l'Espagne, en Espagne. Et s'il y avait des blocages, comme il y a eu des blocages en octobre à cause de la vie chère, ils ont quand même trouvé un compromis, mais ils trouveraient un compromis, effectivement, dans les marges de cette réforme, comme le disait notre confrère, mais effectivement, ils ne peuvent pas complètement s'arrêter avec cette réforme. Ça serait au niveau politique un échec énorme. Ça paraît compliqué, je suis d'accord, sauf qu'il y a quand même il n'y a plus de train, il n'y a plus d'école. Voilà, donc le plus vieux qui nous écoute, allez, j'ai connu 95 en France. Alors les grèves des 95, la réforme qui amenait d'ailleurs à qu'elle soit retirée et au fait que le Premier ministre à l'époque a dû renoncer par la suite à Alain Juppé. Donc il y a l'effet 95, mais il y a aussi l'effet gilet jaune. Et donc attention, c'est rare, c'est peu probable, mais il y a des précédents qui peuvent amener effectivement le gouvernement à avoir à céder face à cette réforme très impopulaire pour l'instant. Bon, on l'a vu, ce mouvement est largement encouragé par certains partis politiques, parmi lesquels le Parti socialiste, qui ces jours-ci a peut-être d'autres priorités, comme sa survie par exemple, puisque ce qui devait être la clarification d'une ligne ou au contraire l'affirmation d'une volonté de changement, eh bien c'est en fait transformé en une fracture, une scission, et ça continue d'ailleurs. Les deux finalistes pour le poste de premier secrétaire ont chacun cette semaine revendiqué la victoire. Je vous remercie encore pour votre confiance et dès demain, nous allons travailler ensemble au rassemblement et au renouveau. Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance. Bon, ça c'était dans la semaine depuis commission de récollement. Pas grand-chose de sortie de cette commission, si ce n'est que chacun campe sur ses positions. Olivier Faure dans le journal du dimanche et Nicolas Maya-Rossignol sur Twitter. Est-ce que Myriam Topke, le Parti socialiste, va s'en relever? Non. Parce qu'il n'y a pas une baguette magique pour le Parti socialiste. Ils ont beaucoup perdu en 2017 au présidentiel avec le candidat qu'ils ont choisi.
à partir de 2017, ils n'en font pas beaucoup de choses pour renforcer un petit peu la politique, les messages, la communication. C'était de pire en pire. Dernière élection avec Anne Hidalgo, c'était le fiasco total, même pas 2% des électeurs qui ont voté pour elle. Même les membres du Parti socialiste n'ont pas voté avec elle. Et ça, c'était vraiment un fiasco. Et maintenant, on voit deux hommes politiques qui disent, j'ai bien observé, les deux ont dit le mot clair. Monsieur Olivier Faure dit le résultat est clair et net, et Monsieur Nicolas Mayer, j'ai gagné l'élection de façon claire. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire clair pour le Parti socialiste? Tout n'est pas très clair. Oui. Mais même s'il gagne, Olivier Faure, même si après cette commission, finalement c'est lui qui est gagnant, quoi qu'il arrive, il aura perdu. C'est du boulot, c'est difficile. Maintenant, je pense qu'ils ont perdu un petit peu l'avantage de parler de retraite. Voilà. Il y a des luttes dans l'intérieur du parti. Ils ont perdu la bataille politique, si vous voulez. Ils sont accrochés de la France insoumise, NUPES, si on veut, et l'écologiste et les communistes. Maintenant, ils font quoi? Ils se pulvérisent d'intérieur, comme on dit. Non? Ça existe, cette expression. Oui, ils implosent. L'implose, voilà, c'est ça. Oui, oui. Ça va être intéressant de vous entendre tous les deux, parce que je crois que le Parti socialiste, ou en tout cas ce qui correspond aux socialistes, est dans des situations bien différentes. En Italie, je crois que c'est encore pire qu'en France. Disons que les partis des gauches en Italie n'ont pas du tout gagné le défi de garder l'attention du public électoral dans les dernières années. Au contraire, on a vu l'élection du gouvernement de Giorgia Meloni, la droite qui prend sa place dans notre politique. C'est comparable à la situation française? Certainement, les divisions n'ont pas aidé. Au contraire, les divisions intérieures aux mouvements, plusieurs mouvements, partis, et même au sein du même parti démocratique italien, ont causé, en fait, ont été la cause première. Bon, on l'a vu à travers les analyses des experts, du manque, ou perte même, des reconnaissances de la part du public électoral. En fait, ils ont perdu toute l'attention politique parce qu'ils perdaient leur temps à se battre entre eux plutôt que de parler de leurs projets, plutôt que de mettre en première ligne leurs idées. Et finalement, du coup, on ne sait même pas si vous parlez des Italiens ou des Français. Non, mais est-ce que finalement le Parti socialiste français n'aurait pas eu intérêt à regarder en Italie un peu en avance pour voir effectivement, ils auraient dû quand même regarder l'expérience de leurs voisins pour voir comment les divisions internes ne gagnent jamais de la place dans le corps des Italiens et peut-être des Français. Tu veux pas un parti au pouvoir qui s'occupe que de se battre avec les autres politiques. Tu veux quelqu'un qui soit actif, qui a des propositions, même des propositions très fortes. Il y a eu des Italiens qui ont voté pour le parti de Giorgia Meloni, qui ne le représentaient pas au niveau d'histoire familiale politique. Tout simplement parce que Giorgia Meloni s'est mettait devant l'électorat et présentait des idées. Elle parlait d'idées qui étaient fortes, qui étaient contraires, qui étaient à l'opposé du gouvernement précédent, mais quand même, elle s'est concentrée sur les idées. Les partis de droite ont trouvé une alliance entre eux. On sait qu'ils ont pas mal de problèmes à trouver quand même des compromis parce qu'ils ont des formes différentes de politique, notamment le parti de Berlusconi est beaucoup moins extrémiste que le parti de Giorgia Meloni, mais quand même, au niveau des communications extérieures, ils étaient tous sur la même ligne, tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux à l'intérieur de leur maison quand il y avait des rendez-vous? On ne sait pas dans les détails, mais au niveau des communications politiques, ils étaient vraiment unis et la gauche était tout à l'opposé et ça a pesé à côté la tête du Parti démocratique. Exemple à ne pas suivre en Italie, en revanche, l'exemple à suivre, ce sera en Espagne. Oui, en fait, les socialistes français auraient dû pas regarder vers l'Italie, mais regarder vers l'Espagne et le Portugal, où les deux pays sont gouvernés par des socialistes. Alors l'Espagne, le Parti socialiste espagnol a vécu des moments très compliqués. Faut-il se rappeler que Pedro Sánchez, qui est aujourd'hui le président du gouvernement, a été viré de son propre parti, le Parti socialiste. Il a dû quitter le parti, il a quitté son poste de député. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sillonné toutes les fédérations socialistes en Espagne et il se représentait à la tête du parti, il a gagné. Et c'est là où il a retrouvé une notoriété. Mais ce qui manque en France, je ne parle pas
programme politique, parce que les socialistes ont un programme politique. Et ce qui manque, c'est un leadership incontestable. Il faut un homme ou une femme providentielle, entre guillemets, si vous voulez, qui soit capable, effectivement, de donner du souffle au Parti socialiste. Alors, l'Espagne, c'était Pedro Sánchez qui a réussi à le faire, et c'est cet homme-là qui manque. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce fantôme qui existe du PASOK grec. Tout le monde, les socialistes italiens, les socialistes français, je crois qu'ils ont ce regard sur ce qui s'est passé en Grèce et l'implosion du Parti socialiste grec qui a été la priorité. Hein. C'est eux qui ont complètement disparu à ce moment-là. Donc voilà, les socialistes n'avaient pas besoin de ça aujourd'hui. Et plutôt que de regarder vers les pays où ça n'a pas marché, regardez vers les pays où ça a marché. Encore une fois, c'est le Portugal et c'est l'Espagne. Oui, mais ici, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fondé le Parti socialiste pour la vie que maintenant le Parti socialiste est presque vide des membres, des gens qui peuvent poser la locomotive, comme on dit, des socialistes. Ça, c'est vraiment un grand problème. Et il peut se relancer? Est-ce qu'il y a une manière de se relancer? Je ne vois pas pour le moment. Avec les luttes qui existent maintenant à l'intérieur du parti, c'est difficile à croire. Est-ce que ça pourrait porter un coup peut-être un peu plus global à la gauche française et à l'alliance, à la NUP? Effectivement, on l'a pas. Si on regarde le cas italien, on l'a pas encore vu. En Italie aussi, on se trouve dans un moment de manque d'identité et des recherches de solutions. Effectivement, on ne peut pas envisager un pays où il n'y a pas une gauche. Et c'est là qu'évidemment Mélenchon essaie de devenir le chef pour longtemps de tout ce mouvement de gauche où la France insoumise est finalement le seul parti qui a vraiment du pouvoir au sein des jeunes, par exemple, dans l'électorat important. Parce que c'est ça qui divise aussi le Parti socialiste, finalement, c'est de savoir s'il faut suivre ou pas Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense qu'effectivement, si on imagine la NUP rester dans le panorama politique, on ne peut pas imaginer les partis socialistes qui, en essayant de suivre la France insoumise, arrivent à vraiment gagner du terrain à nouveau. Du coup, leur seul moyen de vraiment retrouver un bon esprit politique, c'est de changer complètement prendre des risques, finalement, initialement, pour avoir des idées différentes. Alors, le problème du Parti socialiste, c'est effectivement qu'à l'intérieur de la NUP, ils ne pèsent pas tous de la même façon. Donc on sait parfaitement que les écologistes, à un moment donné, ont trahi les socialistes et ont aidé justement à l'implosion du Parti socialiste. Donc il y a des rancœurs qui sont là. Et aujourd'hui, le leadership à gauche, c'est Mélenchon. Et il n'est pas prêt de le laisser à n'importe qui, ni à n'importe quel parti d'autre, que ce soit socialiste et soit écologiste. Bon, la semaine politique a été assez riche. Donc, outre les retraités de PS, qu'est-ce qui a marqué les correspondants? Il faut nous donner à présent leur carte blanche de la semaine. Je vais me tourner vers vous, Mihaela Ntokey. C'est une amitié relancée entre la France et l'Allemagne. Et j'insiste sur le relancer. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des choses qui ont changé dans les relations entre la France et l'Allemagne. Si on pense la crise des réfugiés 2015, si on pense la pandémie, si on pense les énergies nucléaires, crise énergétique, la guerre, voilà, maintenant c'est une façon de relancer un petit peu les choses en passant de Charles de Gaulle, tous les présidents de la France jusqu'à Emmanuel Macron, tous les chanceliers de Konrad Adenauer et en traversant l'histoire jusqu'à Angela Merkel et maintenant Olaf Scholz. Voilà, c'est une opportunité aujourd'hui de relancer les relations et de prouver, si vous voulez, encore une fois devant l'Europe et devant toute la planète qu'il y a un binôme qui fonctionne, qui marche dans le même sens et avec la même vitesse et avec un but qui est vraiment l'Union européenne et la force de l'Union européenne. Et si vous me permettez, je peux dire juste un mot qu'on doit la chaîne Arte à cette traité de l'Élysée en 1992, la chaîne franco-allemande Arte a été créée pour renforcer les relations entre les deux pays, les relations internationales de défense, de jeunesse, des affaires étrangères, et voilà que ça marche. Bon. On va parler d'une autre amitié, alors cette fois pas relancée, mais renforcée, peut-être avec vous, Patrice Dorado, c'est
au sud avec l'Espagne. Tout à fait, puisque cette semaine, c'était le 27e sommet entre la France et l'Espagne. Ça s'est passé du côté de Barcelone et les deux pays ont signé un traité d'amitié. Les premiers entre les deux pays, les troisièmes pour la France, puisqu'il y a celui qu'on fête aujourd'hui, celui avec l'Allemagne en 63, mais il y a celui du Quirinal en 21, et puis que la France signe son troisième avec l'Espagne. Et ça tombe à pic. Alors, nous n'avons pas créé par ce traité une chaîne franco-espagnole, peut-être que ça viendra dans quelques temps, on va aller savoir. Mais par contre, on va échanger des ministres une fois tous les 3 mois. Alors, c'est pas un vrai conseil de ministres, mais on va inviter un ministre espagnol participer à un conseil des ministres français et vice-versa. Et ça tombe bien, ce traité, parce que ça tombe à un moment donné où il y a quand même des problèmes avec l'Allemagne, où l'Allemagne et l'Espagne se sont rapprochés. Rappelez-vous, ces projets MidCat dont la France n'a pas voulu, qui a mis un peu mal à l'aise Espagnols et Allemands. Et puis, ça tombe bien parce que ça se passe mal avec l'Italie et la France. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes avec l'Italie ou avec l'Allemagne, mais surtout avec l'Italie, qu'est-ce que fait la France? Elle regarde vers l'autre côté des Pyrénées. Et puis, il y a cette béquille espagnole. Et donc, il y a ce traité d'amitié qui vient d'être signé. Oui, parce que ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a des refroidissements de relations avec l'Italie et la France, systématiquement, vous verrez, la France regarde vers l'Espagne, mais dès que ça commence à aller mieux, elle regarde à nouveau vers l'Italie. C'est pour ça que j'utilise ces mots de béquille, mais ce sommet quand même, et ce premier traité d'amitié franco-espagnol, est quelque chose d'important en attendant une chaîne franco-espagnole. Voilà, vous avez lancé l'idée, peut-être que vous serez... Et avec une émission pour les correspondants. Évidemment, les correspondants français, du coup, pardon. En tout cas, européen. Chiara Piotto, ce qui vous a marqué, c'est une arrestation, alors, qui dit peut-être beaucoup de choses, notamment peut-être un peu politique aussi. Au début de cette semaine a été un moment historique, si on veut, dans la lutte contre Cosa Nostra, contre la mafia sicilienne. Après, c'est une grosse tête qui tombe, mais c'est un système mafieux qui reste bien début, parce que comme plusieurs experts l'ont souligné ces derniers jours, en fait, le système mafieux a beaucoup évolué dans les dernières décennies et c'est plus le cas comme avant d'avoir des parents très visibles et un panorama tout à fait bien organisé des mafias. Au contraire, on a plusieurs systèmes criminels qui collaborent même dans l'espace européen pour la gestion notamment du trafic des stupéfiants et pas seulement ça. Il y a des systèmes criminels qui se sont regroupés en Italie et au-delà de nos frontières, même en France, et qui travaillent tous les jours pour la gestion de ces réseaux. En France. Et c'est la procureure de Paris, dans un interview il y a 2 mois sur Le Monde, très intéressant, qui parlait effectivement d'un réseau tentaculaire, même en France, de criminalité organisée, qu'on ne voit pas tous les jours sur les médias, qu'on ne considère pas comme problématique tous les jours, mais qui risque effectivement de mettre en danger sérieusement le système même démocratique qu'on connaît tous. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire mieux dans les prochaines années? Il faudrait mieux collaborer entre les différents pays européens pour trouver les criminels, pour mettre en place aussi des systèmes de loi qui aujourd'hui n'existent qu'en Italie, parce que c'est seulement en Italie qu'on a les crimes de mafia. Dans des autres pays comme la France, on n'a que les crimes pour un délit singulier, spécifique, mais pas pour un système mafieux dans son entièreté, et ça n'aide pas aussi la collaboration entre différents pays européens. Nous, on espère, en Italie en tout cas, que ces moments historiques peuvent marquer le début d'une nouvelle collaboration au sein de l'Union européenne sur cette matière très importante. On verra si cet appel italien est entendu. Notre entente cavale une arrestation médiatique jusque dans Correspondant. Merci Chiara Piotto, Mihaela Antocchi, Juan José Dorado d'avoir été avec nous aujourd'hui. Émission que vous pouvez bien sûr évidemment retrouver en replay et sur franceinfo.fr et sur l'application France.tv.